Au tournant du 20e siècle, finalement, ben là, l'Ontario, évidemment, il y a des familles souches dans le sud-ouest depuis plus de 300 ans. En fait, depuis 200 ans à l'époque, depuis 1701. L'Est ontarien, Bytown, il y a plein de francophones, plein de villages, que ce soit Saint-Albert, Alfred, etc. Là, à un moment donné, dans l'économie, ça va mal. On manque de jobs. Puis, il y a des gens qui cherchent du travail. Si bien qu'on décide il y a un exode vers le nord de l'Ontario. Il y avait des grandes campagnes pour venir chercher des gens dans le sud de l'Ontario, dans l'Est ontarien qui est dans le sud, pour les amener travailler dans le nord. On vient de bâtir le chemin de fer d'ailleurs. Il faut dire aussi qu'il y a eu quand même des légendes assez intéressantes. Il y a dans la région aujourd'hui de ce qu'on appelle le Témiscamingue, en 1903, ils sont en train de bâtir le Témiscamingue Northern Railway, donc le chemin de fer dans cette région-là. Puis un forgeron, un gars de, je pense, c'est de Saint-André-Avelin, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Fred Larose. Il est en train de forger tout ça. La légende raconte que, à un moment donné, un bon matin, parce que les gens transportaient avec eux leurs poules, ce qu'il fallait pour pouvoir se nourrir en chemin. On bâtissait le chemin de fer, puis carrément, on suivait la locomotive, on campait à côté avec nos tentes, puis on avançait là, au fur et à mesure. Puis à chaque 60 000, à chaque 100 km aujourd'hui, on faisait une petite station. C'est pour ça que dans le nord de l'Ontario, aujourd'hui, encore une fois, à exactement chaque 100 km, il y a un village ou une ville qui existe encore. Donc, c'était vraiment par rapport à quand c'était bâti. Fait que c'est ça pour dire qu'un bon matin, Fred, il voit qu'il y a un renard qui veut attaquer une de ses poules qu'il transportait. La légende dit qu'il a pris son marteau pour faire peur au renard. Il l'a garoché. Là, tout à coup, il l'a manqué. Mais là, ça a frappé le sol. Puis là, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu en avant de ses yeux? Il a vu un gisement d'argent qui brillait là, drette dans sa face, comme on dit. Donc, il a découvert une immense veine d'argent. Et ça l'a créé vraiment une ruée vers le nord à Cobalt. Cobalt, là, vous donnez une idée, c'est pareil comme c'est comme le Bonanza, c'est comme le Klondike. Les gens de partout se ruaient là-bas pour essayer de s'enrichir. Hey, vous donnez une idée, là, en dedans de 6, en 1903, il n'y a rien. En 1903, il n'y a rien. En 1909, 6 ans plus tard, Cobalt est devenu une ville dans laquelle il y a un tramway, il y a 5 salles d'opéra. Puis il y avait tellement de batailles que c'est là que le gouvernement de l'Ontario a créé la OPP, le service de police provinciale, pour essayer de calmer tout le monde. Fait que simplement pour dire qu'il y a vraiment eu une grande ruée vers le nord. Ensuite de ça, bien, il y a des gens qui se sont fait de l'argent sur le dos, entre autres de Fred Larose, qui s'est fait avoir un petit peu dans cette histoire-là, dont 2 gars qui s'appellent les Timmins, qui ont exploité une mine un peu plus dans le nord, et ça va devenir la ville de Timmins. Donc, on a eu, évidemment, aussi, avant ça, il faut dire que l'industrie minière avait débuté à un endroit, une paroisse qu'on appelait Sainte-Anne-des-Pins, qui va devenir Sudbury. Donc, évidemment, il y avait des mines de nickel qui étaient là, des fameuses mines de cuivre. Même Champlain savait qu'il y avait des mines de cuivre dans la région du Nord aussi. Il en avait entendu parler. Donc, c'est sûr que la ville de Sudbury, c'est vraiment une ville minière. Ça a attiré beaucoup de francophones, mais des gens un peu partout. Hein, c'est quand même cosmopolite. Même chose dans le fond de la Terre, dans le fond d'un shaft de mine, dans les entrailles de la Terre. Les Canadiens, parce que ça prend du temps avant qu'on dise le mot canadien-français, les Canadiens, ben, ils partageaient leur vécu avec des Ukrainiens, des fois avec des Polonais, avec des Italiens qui étaient venus chercher ici, au pays, une vie meilleure. Donc, c'était quand même cosmopolite. Puis, l'histoire du Nord de l'Ontario est quand même intéressante. Il y a eu même des... Par exemple, les gens ne savent pas que la ville de Kapuskasing, en partie, dans le nord de l'Ontario, une petite ville très francophone, très dynamique, qui était entre autres bâtie en grande partie par des prisonniers. Pendant une des premières, je ne sais pas si c'est la Première Guerre mondiale, je ne suis pas certain, je pense que oui. Il y a eu des prisonniers de guerre qui ont été faits, puis c'était de la main-d'œuvre, on les mettait à profit, ces prisonniers-là, puis ils ont bâti ce pays. Donc, c'est un petit peu comme ça que s'est développé le nord de l'Ontario, avec nos mines, mais aussi avec l'industrie du bois. Si bien qu'on va avoir des géants du bois, hein, les frères Dubreuil à Dubreuilville, qui vont ouvrir leur propre ville. Il va y avoir des gens. Hearst, c'était longtemps surnommé le royaume des millionnaires du bois. Puis, dans le nord de l'Ontario, on le voit à un moment donné, d'une ville à l'autre, qui contrôle l'économie par rapport à la façon que les gens parlent français ou
J'ai des amis des Rocafort, entre autres. Au Moulin, ce sont leurs parents, leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères se sont fait tellement taper dessus, se faire dire «speak white», que finalement, OK, on parle en français, mais juste à la maison, en cachette, là. On ne veut pas que papa et grand-papa qui perdent sa job ou qui ne puissent pas devenir foreman, qui puissent devenir contremaître puis grossir dans la compagnie. Fait que, donc, on a vraiment travaillé fort, comme le dit si bien mon ami Yves Doyon, avec la chanson Ici dans le Nord. C'est vraiment notre identité là, dans le nord d'Ontario est gravée dans le creux de nos mains, dans le fond. C'était vraiment bâti au pic à pelle, à hache, puis au gars d'or. Puis aux femmes qui ont réussi à bâtir leur propre maison à travers ça, élever la marmaille en plein pays des épinettes noires et des fameuses mouches. C'est des fameuses mouches noires. Donc, c'est ce qui a colonisé le nord de l'Ontario, c'est l'industrie du bois et des mines. S'il y a un événement qui a catalysé toutes les forces vives de l'Ontario français, c'est le fameux règlement 17. Depuis Lord Durham, on sait, il avait recommandé d'assimiler tous les Canadiens français en disant que c'est un peuple sans histoire, qu'il fallait qu'ils deviennent des British, qui accèdent à la langue anglaise pour enfin évoluer. D'ailleurs, dans cette même pensée-là, on a créé la plus grande honte de notre pays, les pensionnats autochtones, où on arrachait les enfants de leur famille pour les envoyer dans des pensionnats pour les rendre finalement comme des bons petits blancs britanniques. Ça, c'est affreux. Les écoles résidentielles, les pensionnats. D'ailleurs, j'ai fait une capsule vidéo qui s'appelle « Toutes mes relations », capsule 7, les pensionnats, que je vous invite à découvrir. C'est important, il faut que tout le monde sache ces horreurs-là qui se sont passées chez nous. Ceci dit, depuis 1885, on cherche vraiment à abolir le français dans nos écoles, l'usage du français. On va interdire les manuels. Le gouvernement de l'Ontario va interdire d'embaucher des jeunes professeurs, des jeunes enseignants qui arrivent, des enseignantes qui arrivent du Québec pour venir, dans le fond, enrichir notre langue française, nos écoles, l'éducation, l'instruction en français, comme on disait. Ça ne marchait pas trop quand même, mais on continue à grandir, on continue à parler français. On a toujours été très fiers d'ailleurs. Mais en 1912, le gouvernement de l'Ontario a passé une loi qui interdisait qu'on enseigne, puis même qu'on parle en français dans nos écoles. C'est le fameux règlement 17. Les hommes, à l'époque, ils ont vraiment réagi en prenant parole par le discours, entre autres. On avait créé 2 ans auparavant, parce que ça brassait, là, en 1910, l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, qui va devenir par la suite l'ACFO. Puis aujourd'hui, c'est devenu l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. C'est un grand organisme porte-parole. Mais c'est venu au monde au point de départ, justement, pour défendre notre droit à l'éducation en français. On va créer le fameux journal Le Droit, avec le père Charlebois quand il était l'arme dirigeante, dont la devise est « L'avenir est à ceux qui luttent ». On va faire des grands rassemblements. Gustave Lacaze, dans les champs à Belle-Rivière, dans le sud-ouest ontarien, c'était le lion de la péninsule. Dans le nord de l'Ontario, au Témiscamingue, il y avait Monseigneur Élie Latulippe, qui était un grand leader, qui rassemblait les troupes, les forces vives pour combattre, résister au règlement 17. Un petit peu partout. Mais pendant que les hommes font des grands discours, les femmes, elles, vont prendre les armes. On se retrouve devant l'école Gig à Ottawa. Il y a eu plein d'épisodes semblables à celui de l'épisode de l'école Gig. Mais rapidement, il y a eu des gens comme par exemple, ce qui se passe, c'est qu'en 1916, il y a des enseignantes qui s'appellent Diane et Béatrice Desloges qui enseignent en français à l'école Gig. C'est une école de jeunes garçons. Puis, devant le refus du gouvernement de les laisser parler en français, il y avait de l'intimidation qui se passait. Les femmes, après le congé de Noël, sont revenues au début janvier et sont rentrées avec leurs enfants. Il y avait 19 mères de famille, sont rentrées avec leurs jeunes garçons, avec les enseignantes, et se sont embarrées. On va barrer les portes et les fenêtres de l'école Gig. Puis, elles montaient la garde. Dans ce temps-là, les femmes, il y avait des grands chapeaux, puis pour tenir leur chapeau, il y avait une épingle à chapeau. C'est à peu près grand de même, puis ça piquait rien grand masse. Et dans le fond, les femmes montaient la garde, surveillaient. Parce qu'évidemment, c'était vraiment une guerre d'intimidation, là. C'est une confrontation. Les femmes étaient, dans le fond, elles tenaient le fort, puis elles étaient assiégées par des inspecteurs du gouvernement, par des menaces. Elles se faisaient menacer, justement, de perdre leur emploi, d'aller en prison.
Du côté des hommes, bien, il y en a qui ont eu beaucoup de courage, comme Samuel Genet, qui était le président de la commission scolaire séparée d'Ottawa, qui a dit « Moi, je vais continuer à payer nos institutrices, même si vous allez me jeter en prison, je vais continuer à le faire. » Mais ce qui est arrivé, encore une fois, il y a un côté légendaire à ça. Après 2 mois d'occupation, ils sont arrivés une trentaine de policiers pour prendre possession d'école gig avec l'inspecteur et tout ça. Puis ils auraient défoncé la porte selon un des articles de l'époque qui était rapporté par le journal Le Droit. Alors, je dis ça parce qu'il y a du monde qui dit que c'est embelli. Alors, ça fait une belle légende, mais il y a un gros fond de vérité. Dans le fond, les policiers sont arrivés, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les femmes les attendaient évidemment avec leurs épingles à chapeau, avec des rouleaux à pâte, avec des tuyaux de chauffage qu'elles avaient défaits. Puis les enfants les attendaient avec des effaces, des encriers, des ardoises, etc. Donc, il y a eu vraiment une confrontation, mais je pense que ça a été plus psychologique qu'autre chose. Il n'y a pas eu de grosse bousculade. Les policiers ont tourné de bord. On n'est pas devenus policiers, dans le fond, pour attaquer des femmes et des enfants. Leur plus gros crime, c'est d'aimer parler français. On va laisser le gouvernement faire de la politique. Nous, on fait de la sécurité publique et ils sont tournés de bord. Il paraît que le chef de police aurait paniqué, serait rentré en trombe. Il y a une madame qui s'appelait Artémise qui aurait dit « Tassez-vous les filles », puis qui l'aurait piqué bien comme fois avec son épingle à chapeau, si bien que l'inspecteur s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, les femmes sont sorties victorieuses après 2 mois d'occupation d'école gig et sont arrivées sur le perron. Puis là, il y a des gens qui étaient là, comme Samuel Genet, qui ont commencé à chanter des chansons qui étaient vraiment populaires à l'époque, comme « Vive la Canadienne ». Ces femmes-là, en osant prendre les armes, en osant affronter l'autorité et le gouvernement, ont inspiré d'un bout à l'autre de la province des gens à résister, comme Anne-Marie Lemelin à Welland, Jeanne Lajoie à Pembroke, qui était surnommée la pucelle de Pembroke, comme Jeanne d'Arc. D'ailleurs, ils ont surnommé son école, elle enseignait dans une maison. Illégalement, ils l'ont surnommée la Jeanne d'Arc de Pembroke. Puis plein de gens comme ça. C'est ça, Florence Kennel à Green Valley. Et je sais qu'il y a eu des exemples comme ça dans des écoles de rang partout en province. Ma propre grand-mère, qui était une jeune enseignante, Thérèse Lorrain, la mère de mon père, Yves Saint-Denis, elle-même, elle pratiquait ses élèves. Puis une fois, l'inspecteur est arrivé, puis pour venir voir si tout le monde parlait en anglais comme il faut à l'école, il faisait comme des pratiques de feu. Hein? Donc, dans le fond, le monde serrait les livres en français, il sortait un manuel en anglais, il avait appris des bouts de séquences en anglais. Mais les plus grands, par contre, eux autres sautaient par les fenêtres, ils se cachaient, puis ils allaient dessouffler les pneus de l'inspecteur. Puis on recule à une époque où il n'y en a pas beaucoup de voitures. Fait que retourner au village, trouver une pompe, gonfler les pneus, c'était un paquet de troubles. Donc, il n'y a plus jamais un inspecteur qui est allé dans cette école-là, qui est à Sainte-Eugène aujourd'hui. Ceci dit, le règlement 17 a quand même duré longtemps. Ça a duré une quinzaine d'années où c'était très actif puis renforcé. En 1927, il devient inopérant, mais ça a pris jusqu'en 1944 avant que le gouvernement de l'Ontario daigne l'enrayer, l'annuler officiellement. Ça a créé des torts irréparables. D'ailleurs, le gouvernement de l'Ontario s'est excusé voilà quelques années par rapport aux dommages et aux torts qui ont été faits par le règlement 17.